J'attends juste qu'on ait tout le monde. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle, dédié à la renaturation en Île-de-France. On est à notre 7e, webinaire. Celui-ci est dédié à la renaturation comme un outil de restauration de la trame verte et bleue. Donc bienvenue, je suis Jonathan Flambin, je travaille à l'Agence, régionale de la biodiversité en Île-de-France, département biodiversité de l'Institut Paris Région, et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Avant de vous faire une rapide introduction sur ce cycle, juste excuser, notre présidente, madame Sophie Deschiens, présidente de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et d'Île-de-France Nature, qui ne pouvait être présente, ce matin. Donc comme vous le savez, vous avez peut-être déjà assisté aux épisodes précédents. Nous avons, lancé, en début d'année, ce cycle autour de l'objectif, autour de la renaturation en Île-de-France. L'idée est de créer une culture commune autour de ce sujet, de partager des retours d'expérience, des conseils techniques pour aider à la mise en œuvre de projets concrets, de renaturation en Île-de-France. Donc vous avez pu suivre les 6 premiers webinaires. Si vous n'avez pas pu suivre, pardon, les 6 premiers webinaires, ils sont disponibles en replay sur le site de l'Institut Paris Région. Pour vous rappeler rapidement les sujets qui ont été abordés, le premier avait pour objectif de revenir sur le concept de la renaturation, de donner sa définition, notamment en évoquant la question de la pleine terre, de l'importance, des sols vivants. Le deuxième webinaire, a permis, d'aborder la renaturation plutôt sous un angle technique, en abordant, les leviers et les freins à la mise en place d'un projet autour de la renaturation. Le troisième nous a permis de montrer comment la renaturation pouvait s'inscrire dans le vaste champ d'action, que sont les solutions fondées sur la nature, à la fois pour répondre à la crise climatique, mais aussi, écologique que nous vivons. Le quatrième a permis de voir, d'aborder la question des friches et de voir comment ces espaces, complexes peuvent être, appréhendés dans des actions et des stratégies, permettant d'intégrer la renaturation dans, les politiques, des collectivités. Le cinquième webinaire a présenté un projet porté par, l'Institut Paris Région, projet de pilote pour une métropole nature qui, explore le potentiel, de mise en valeur écologique, paysagère, mais aussi de mobilité douce sur de grands territoires, permettant de reconnecter les habitants, notamment, aux vivants et aux espaces de nature, et de concrétiser en fait ces actions, sur le territoire francilien. Et enfin, le dernier en date a permis d'évoquer la question de la renaturation, plus largement, même, la question de la nature en ville comme un levier important pour l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers en politique de la ville. Donc nous sommes aujourd'hui, au 7e volet, de ce cycle. Nous allons parler de renaturation, mais également donc de comment cette, renaturation peut participer à la restauration de la trame verte et bleue. Nous aurons, le plaisir d'entendre en introduction mon collègue Nicolas Cornet, écologue au département environnement urbain et rural de l'Institut Paris Région. Puis, Marine Linglard, directrice et gérante du bureau d'études Urban Ecoscope, qui nous parlera, de trames vertes, et bleues, plutôt en milieu urbain. Et enfin de Théo Duquesne, qui est chargé de mission biodiversité au syndicat de l'Orge et qui parlera d'actions et d'une action en particulier menée par le syndicat de l'Orge sur, leur territoire. Donc avant de passer la parole à Nicolas, juste rappeler quelques consignes d'utilisation de l'outil, Teams, en visio. Donc vous allez pouvoir, échanger, partager, discuter, éventuellement, partager des liens, des retours d'expérience, grâce à l'outil, conversation, le chat de l'outil Teams. C'est aussi grâce à cet outil que vous allez pouvoir poser vos questions aux intervenants, et je me chargerai de les faire remonter à l'oral après leurs interventions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pendant les présentations, et elles seront reprises, pendant un temps, d'échange avec eux.
Et sachez enfin que ce webinaire est enregistré, donc il sera mis à disposition, sur le site de l'Institut Paris Région ainsi que les présentations, donc vous pourrez revenir dessus, par la suite. Voilà, je vous remercie encore, et je remercie déjà nos intervenants et je passe, la parole à Nicolas. Merci Jonathan, bonjour à toutes et tous. Donc je vais partager ma présentation. Qui était à la fin, et je reviens au début. Voilà. Donc, du coup, le contrat qui m'a été passé aujourd'hui, c'est de reparler de renaturation dans le prisme à l'aune de l'outil qui sont les trains vertés bleus. J'ai donc proposé, pour commencer, de revenir sur un petit peu en arrière sur ce que c'est vraiment qu'une trame verte et bleue, pour réinterroger donc les avantages, mais aussi les limites de cet exercice, pour ensuite voir comment la renaturation pourra aider à la restauration de la trame verte et bleue. Alors, rappelons un fondamental, c'est que la trame verte et bleue reste avant tout une modélisation. C'est une perception de l'espace très informatique finalement, dans laquelle on essaye de se mettre à la place d'espèces que nous avons modélisées, ni plus ni moins finalement, comme dans un jeu vidéo, avec Sonic en l'occurrence, là que je vous propose de faire participer, un petit hérisson donc qui se promène sur des axes de déplacement. Alors, il y a différents axes de déplacement, comme il y a différentes trames, les trames herbacées, arborées, aquatiques, et toute une flopée d'autres couleurs dont on va un peu parler en fin de présentation. Donc voilà, donc les espèces se déplacent, rencontrent des obstacles qui nuisent ou limitent leur déplacement au sein des espaces qui leur sont favorables. Il y a aussi des espaces de ressources dans lesquels les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie. Donc nous, on appelle ça dans l'exercice des réservoirs de biodiversité. Voilà. Et les espèces ont des capacités de déplacement. Alors, ces capacités de déplacement, elles sont, comment dire, évaluées à dire d'experts en fonction de ce qu'on observe dans la bibliographie. Et donc, on attribue finalement à des espèces modèles des capacités de déplacement en termes de milieu favorable ou milieu défavorable et de distance qu'elles peuvent parcourir au sein du territoire qui est étudié. Un autre prérequis consiste à modéliser l'occupation du sol dans lequel il y aura des espaces naturels plus ou moins favorables en fonction de l'espèce considérée, espaces naturels ou semi-naturels qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle une matrice qui constitue les espaces défavorables, bloquants pour les espèces considérées. Alors, une fois qu'on a le capital de déplacement, qu'on a modélisé l'occupation du sol et qu'on a attribué tout ça à un ordinateur, les ordinateurs font progresser de proche en proche, de pixel en pixel, l'espèce modèle, et la progression s'arrête lorsque l'espèce modèle rencontre un obstacle qui ne lui permet plus de passer, ou bien lorsque sa capacité de déplacement a été atteinte, chaque pixel consommant une partie de son capital de ressources. Auquel cas, il y a deux options. Soit l'itinéraire est parti d'un réservoir de biodiversité pour en rencontrer un autre, auquel cas un corridor se dessine. De sous-options, le corridor est fonctionnel parce que la quasi-totalité des espèces peuvent passer d'un endroit à l'autre, ou à fonctionnalité réduite si seule une partie des espèces arrive à le passer. Si le corridor n'aboutit pas à un autre réservoir de biodiversité, en fait, finalement, il n'y a pas de corridor qui se dessine sur la carte. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement? Ça donne ce genre de choses de façon très simplifiée. J'ai pris un territoire modélisé comme ça, qui représente un peu la façon dont nous, en Île-de-France, on a choisi de représenter les corridors, notamment avec des lignes. Ce choix n'est pas anodin et j'y reviendrai juste après. Donc, du coup, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit dans cet exercice train vert et bleu, c'est que les corridors, qui sont les axes de déplacement, constituent simplement des chemins de moindre coût. C'est, selon une modélisation, l'itinéraire qui permettra à l'espèce modèle de dépenser le moins d'énergie pour relier une origine à une destination. Deuxièmement, ces corridors représentent surtout une probabilité de déplacement. On pense que c'est plutôt vers là que la plupart des déplacements peuvent se passer. Mais ça ne veut pas dire que tout se passera là. Il y a aussi des choses possibles ailleurs, d'autres itinéraires. Ce qui ne veut donc pas dire que si un projet d'aménagement ou de renaturation se situe
à côté d'un itinéraire de déplacement, il n'aura pas d'impact nécessairement sur la fonctionnalité globale. Deux autres choses importantes. La grosse plus-value qu'apporte la trame verte et bleue, c'est notamment de parler en termes de fonctionnalité. Contrairement au début des années, avant les années 2000, où on avait simplement des aplats de couleurs qui représentaient des territoires favorables, là, avec la trame verte et bleue, il s'agit de regarder si l'écosystème, les populations sont fonctionnelles et durables, pérennes. Est-ce que les espèces peuvent accomplir leur cycle de vie? C'est vraiment la plus-value qu'apporte la trame verte et bleue. Une petite nuance aussi, donc si des obstacles sont la plupart du temps générés par des ouvrages anthropiques, des villes, des ouvrages, souvent aussi on a des oppositions entre trames, des animaux qui sont inféodés à un type d'espace naturel peuvent se retrouver bloqués par un autre milieu naturel. C'est le cas par exemple dans le célèbre site de la Roche-Guyon où il y a des pelouses calcaires qui sont en train de se confronter à une fermeture du milieu par le boisement suite à l'arrêt du pâturage. Voilà, la trame verte et la trame bleue, des fois, sont aussi en opposition pour la fonctionnalité, le déplacement des espèces modèles qui leur sont inféodées. Du coup, pour la représentation, nous, en Île-de-France, on a choisi de représenter les corridors sous forme de traits, mais force est de constater que les SRCE des différentes régions se tournent le dos en ce qui concerne non pas l'exercice fondamental de modélisation, mais dans la restitution de ces éléments-là. Donc, Île-de-France, les corridors sont représentés par des traits. Ça a l'avantage de comprendre qu'on part bien d'un endroit pour relier un autre, donc ça donne une dimension but à ces corridors. Ça induit aussi une idée reçue qui consisterait à dire que si un projet n'est pas concerné directement par un tracé, il n'impacte pas ou peu la fonctionnalité de la trame verte et bleue. En Normandie, ils ont choisi, donc en Basse-Normandie, de représenter les corridors avec des polygones. Ce sont des espaces qui ont une épaisseur. Donc là, on gagne un peu en représentation. Il y a toujours cette origine-destination, mais avec une épaisseur qui leur est donnée. Mais il y a toujours cette limite concernant la localisation des projets. Et en Haute-Normandie, ils ont aussi fait le choix de représenter les corridors d'une troisième manière, c'est-à-dire chaque petit carré de la carte, qui est appelé un pixel, est associé à une plus ou moins grande facilité de déplacement des espèces au sein de ce pixel. Alors, du coup, il n'y a plus l'origine-destination, on ne sait plus trop où ça va, mais on comprend très bien que, quelle que soit l'implantation du projet, sa localisation, on impactera positivement ou négativement la trame verte et bleue. Du coup, si je chausse mes lunettes trame verte et bleue, la question qui sera posée lorsqu'on va interroger un projet de renaturation, ce sera très simple, ce sera comment on peut améliorer la fonctionnalité de l'espace que nous avons modélisé. Alors pour ça, nous pouvons objectiver très finement les résultats des modélisations grâce à ce qu'on appelle des métriques, en fait. Donc, ce sont des statistiques, si vous voulez. Là, avec un exercice dans le Vexin, où sur la trame des pelouses calcicoles, on a pu déterminer la probabilité de connectivité, c'est-à-dire la probabilité que deux individus tirés au hasard dans les espaces réservoirs puissent un jour se rencontrer en fonction de leur capacité de déplacement et de l'occupation du sol qui a été modélisée. Si l'occupation du sol change, on peut faire un avant-après et calculer de la manière dans laquelle la probabilité de connectivité s'est améliorée ou s'est détériorée. On peut aussi calculer un autre indicateur qui est un peu barbare, l'indice de centralité intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de la taille de la tâche ou de son état de conservation, elle peut accueillir un flux de déplacement, comme un grand carrefour. Et donc, du coup, deux choses importantes dans cet indicateur. La taille de la tâche et son état de conservation ne déterminent pas toujours sa capacité à être centrale dans le réseau. Et sa localisation, par contre, souvent, est assez déterminante dans les impacts sur les métriques. Une troisième chose que l'on peut très facilement faire avec les outils trame verte et bleue, c'est se dire, je peux faire certains projets de renaturation, j'ai le financement pour faire 10 mares, par exemple. Où seraient les endroits les plus propices pour les implanter, en sachant que l'idée, c'est d'améliorer les paramètres de connectivité de la trame verte et bleue. Et donc là, on lance l'exercice, on laisse la machine mouliner, et elle nous dit
voilà, au sein des espaces potentiels qui ont été identifiés pour faire des mares, les endroits les plus favorables pour améliorer la connectivité de l'espace seront ces espaces-là. Du coup, renaturation ou agir. Il y a 3 endroits majeurs où on peut agir, il n'y en a pas beaucoup plus, lorsqu'il s'agit de renaturation. La première chose qui vient en général à l'esprit lorsqu'on veut renaturer la Train-Verte et Bleue, c'est d'agir sur les corridors. Les corridors, donc, qui sont les traits verts que j'ai représentés ici, corridors sur lesquels il y a plus ou moins d'obstacles, qui sont représentés par les hexagones rouges. Intuitivement, on comprend bien que si on fait disparaître un obstacle, la conséquence, c'est que le corridor qui était à fonctionnalité réduite, du coup en pointillé, passe du coup peut-être en amélioration de fonctionnalité, voire peut-être même devient un corridor fonctionnel. Donc ça, c'est intuitivement la première chose qu'on viserait lorsqu'il s'agit d'améliorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue. Mais on peut agir à un autre endroit, c'est-à-dire au cœur de la matrice. Si on agit au cœur de la matrice, en créant par exemple un espace de renaturation, il est probable, en fonction de la localisation du projet et de son ampleur, que l'on peut recréer toute ou partie du réseau, recréer des connectivités qui n'existaient pas ou améliorer des connectivités avoisinantes. Mais il y a un troisième espace dont on parle trop peu, je pense, lorsqu'il s'agit de renaturer la trame verte et bleue, c'est que l'on peut, contre toute attente, également agir au sein des réservoirs de biodiversité. Alors, je précise quelque chose. Pourquoi on peut agir au sein des réservoirs de biodiversité? C'est qu'en Île-de-France, ce que nous considérons comme réservoir de biodiversité, c'est avant tout, donc sur un même vocable, réservoir, représente en fait des territoires qui sont très hétérogènes en termes de qualité écologique. En général, ce que l'on observe, c'est une règle qui c'est à la louche, hein, c'est que plus un espace est petit, plus il a de chances d'être en bon état. C'est plutôt l'inverse, c'est les espaces qui sont en meilleur état de conservation sont en général des espaces de petite taille, des réserves naturelles, régionales, nationales. Et plus la taille du réservoir de biodiversité augmente, plus il est associé à des périmètres qui sont en moins bon état de conservation. Typiquement, à l'opposé des réserves naturelles nationales, des réserves biologiques intégrales, on a les IF2 qui font partie des réservoirs de biodiversité, qui sont des grands espaces avec une potentialité écologique, mais en moins bon état de conservation. Donc l'idée d'une renaturation au sein des réservoirs, elle n'est pas illogique, dans le sens où si on améliore un peu la naturalité ou l'état de conservation des réservoirs de biodiversité, en augmentant donc ce qu'on appelle la capacité de ces réservoirs, on peut potentiellement induire une augmentation des flux au sein des corridors qui relient ces différents réservoirs. C'est pour ça que j'ai représenté les traits de façon plus épaisse. Donc voilà, ce sont 3 endroits assez clés finalement où on peut agir pour améliorer la fonctionnalité. Alors, il y a des petites nuances. C'est que quand je vous parle de renaturation, il y a quand même une histoire de seuil. Là, c'est un projet très simpliste avec une grosse tâche de renaturation qui a un impact majeur sur le petit territoire imaginaire que j'ai dessiné, puisqu'elle recrée des territoires qui se relient avec des corridors. En fait, c'est rarement ça qu'on arrive à faire. Souvent, un projet de renaturation, c'est ce petit truc au milieu, perdu dans la matrice ou au sein d'un corridor. Mais en gros, c'est souvent des espaces qui sont assez petits en taille. Donc, l'impact potentiel sur les métriques de la trame verte et bleue, c'est souvent à la 4e décimale que ça commence à s'afficher. Donc du coup, on peut se poser la question, est-ce que je dois agir si la modélisation que je propose ne va pas impacter la trame verte et bleue? En fait, la réponse, vous avez certainement vu venir le truc, c'est bien entendu. Donc, le titre que je propose au départ, c'était plutôt de l'importance de bien localiser l'action, mais au titre des moyens qui nous sont alloués pour la renaturation et de l'urgence écologique, c'est surtout de l'importance de l'action tout court. La trame verte et bleue a 2 grands objectifs qui sont de préserver la trame verte et bleue et de la restaurer. Donc, il y a vraiment 2 outils vraiment clés à mettre en action. Donc, c'est certes la renaturation, particulièrement en Île-de-France. On a besoin de regagner des espaces favorables ou moins hostiles à la diversité biologique. Là, il faut débétonner, clairement. Et je pense qu'il ne faut plus avoir peur d'utiliser les mots, justement, qui font peur. Zéro artificialisation, bon, net à l'échelle d'une région, mais brute, des fois, parfois, sur certains territoires ou sous-territoires, ce serait vraiment une bonne chose.
du point de vue écologique, hein, sans en fiche totalement des contraintes de notre société, bien entendu. Là, je prends un confort de parole assez large. Donc, renaturer, mais surtout aussi préserver. C'est quelque chose qui est absolument essentiel aujourd'hui. Le réensauvagement, la remise en libre évolution ou peut-être même les gestions dirigées qui permettent donc de favoriser le retour d'une nature sont vraiment les deux volets qu'il faut actionner. Et du coup, on peut aussi dire pour finir que ne nous bridons pas dans les actions que l'on entreprend pour renaturer. Euh, Bien sûr, le sol doit être absolument central dans toute action de renaturation. Sinon, on ne peut pas vraiment parler de renaturation. Mais au sens large, on peut aussi considérer que la renaturation, c'est la restitution de paramètres moins artificiels ou plus naturels d'un écosystème. Ainsi, en agissant sur la luminosité d'un espace, en recréant de la luminosité naturelle, en apaisant l'ambiance sonore d'un site, en lui appliquant une gestion adéquate, en perméabilisant les sols, quand bien même on n'arrive pas à recréer des sols naturels, pour recréer un flux naturel d'eau qui s'infiltrerait dans les sols, mais également dépolluer. Parce que quand bien même vous auriez recréé un espace avec du sol, du technosol plus ou moins fonctionnel, si vous avez une lumière incessante, du bruit et des pollutions organiques et chimiques qui sont inféodées au site, la nature fera difficilement son retour. Et pour finaliser, il y a aussi la fréquentation qui est assez importante en Île-de-France, à la fois en termes de flux et en termes d'attente justifiée hein, de la part des habitantes et des habitants. Donc voilà, c'est essayer d'arriver à faire une trame verte et bleue qui soit multifonctionnelle, mais la multifonctionnalité ne veut pas dire avoir les trois fonctions, écologique, sociale et économique, au même endroit. Elle veut dire préserver parfois les trois fonctions si l'espace y est possible, mais aussi réserver des endroits à la protection totale en fait, de la nature. Parce que si on reprend aussi la définition de renaturation avec un petit peu de recul, moi je m'aperçois plutôt que renaturer, en fait, on ne peut pas recréer la nature. La seule chose que l'on peut faire, c'est essayer d'effacer nos traces, de se faire plus discret, d'effacer la lumière, de dépolluer, de recréer, enfin d'enlever un sol bitumé pour voilà, essayer de dire à la nature de revenir, mais on ne recrée pas la nature. C'est pour ça que la renaturation reste essentielle au titre de l'occupation du sol en Île-de-France, mais elle doit vraiment être associée à une protection forte des espaces dans les années à venir. Notamment parce que si on ne peut pas recréer la nature, Théo, vous pourrez lui poser la question, combien de temps il nous faut, Théo, pour recréer une trame de vieux bois? On ne décrète pas qu'une trame de vieux bois est recréée, il faut faire preuve de patience. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas. Bah, écoute, je pense que tes propos ont été très clairs puisque ça n'a pas pour l'instant suscité, de questions. Ce que je te propose, c'est, de passer à l'intervention de Marine et puis, peut-être que d'ici là, on aura d'autres réactions et puis tu pourras aussi réagir, aux questions, qui pourront être, posées, suite à sa présentation. Merci encore. Je je te donne la parole, Marine. Tu peux partager, ta présentation et c'est quand tu veux. Je vais mettre mon micro, c'est plus facile. Bon, bonjour à tous, Marine Lingard, écologue, directrice d'Urban Eco. Je vais En fait, ça va se compléter complètement puisque je vais essayer de passer à des choses extrêmement, concrètes. Donc nous, on travaille plutôt beaucoup en milieu, urbain, dense, intense. Et donc, on s'est, depuis maintenant une quinzaine d'années, posé la question de comment définir la trame verte et bleue dans des milieux très artificialisés, avec deux exemples que vous avez ici sous les yeux, qui sont le territoire de Plaine Commune, en haut à gauche, et le territoire de Boucle Nord de Seine, en bas à gauche. Ces deux territoires sont très proches de Paris, sous très forte pression anthropique, avec une part des espaces végétalisés assez limitée, ou parfois des grands espaces et beaucoup de petits émiettements. Et après pas mal de réflexions, hein, on s'est vraiment focalisé sur une approche du végétal, avec de manière assez opportuniste. Dans le constat de terrain, on s'est aperçu qu'en fait, tout espace végétalisé, hein, à partir du moment où il avait une surface suffisante, hein, pouvait accueillir une part de biodiversité
extraordinaire ou ordinaire, hein, qui permet de commencer à reconstituer des micro-écosystèmes et qu'il fallait ensuite essayer de relier les uns avec les autres, hein. Donc c'est vraiment ce travail d'approche par le végétal grâce à pas mal d'outils cartographiques qui sont aujourd'hui disponibles, notamment en Île-de-France, sur l'ensemble de la métropole du Grand Paris et donc dans ces territoires. Mais après, on arrive aussi à travers les photographies aériennes et différentes sources cartographiques digitales à faire des croisements pour en descendre jusqu'à l'échelle de la parcelle, puisque l'objectif qu'on a derrière, c'est d'avoir une capacité à renaturer, hein. Donc, l'approche que vous avez sous les yeux est vraiment ce travail d'aller chercher toute parcelle. Sur pleine commune, on s'était arrêté à un parcelle relativement grand. Ils relancent aujourd'hui leur trame verte pour aller plus dans le détail. Et l'exemple que vous avez sur Boucle Nord de Seine, qui date de l'année dernière et retravaillé cet été, hein, on est descendu à une taille d'unité végétalisée d'environ 100 mètres carrés, hein. Après constat sur le terrain et qualité de la donnée entrante, on s'aperçoit que c'est une taille minimum intéressante, permettant d'avoir un peu de végétation, alors pas du tout valable pour la trame boisée, mais valable pour les trames de végétal des milieux ouverts, prairies, friches. Et on s'aperçoit dans le petit tableau, vous avez en bas que finalement, les petites unités sont quand même très, très majoritaires sur le territoire et donc jouent un rôle très important dans les logiques de relais. Une fois qu'on a fait ce travail d'aller rechercher tout espace végétalisé, on a deux approches complémentaires. D'une part, le travail en strates de végétation, hein. Quelles sont les différentes strates végétales, arborées de grand développement, de moyen développement, arbustives, buissonnantes et herbacées, hein, pour pouvoir bien différencier deux grandes trames potentielles. On a du mal à en avoir en termes de trame verte, hein, je ne parle pas de trame bleue, à aller plus loin dans le détail sur des territoires aussi transformés, hein, aussi artificialisés, hein. Donc, on différencie la trame boisée et la trame ouverte avec une trame intermédiaire qu'on appelle la trame composite, qui est quand même très majoritaire. En fait, on a du mal à savoir est-ce qu'on est plutôt dans un axe d'une strate herbacée dominante, mais on a quelques arbres par-ci par-là, on a quelques arbustes, buissons vivaces, un peu denses. Donc on rentre ça dans une strate composite. Souvent, c'est des secteurs où on a un vrai potentiel, mais une qualité écologique relativement réduite. Et par contre, on essaye de différencier les secteurs où on a réellement des espaces herbacés importants, hein, ou des espaces boisés dominants. Donc, c'est la carte que vous avez à droite sur le territoire. Et pour Boucle Nord de Seine, après un travail avec les services des villes, avec l'analyse des différentes données cartographiques, on a fait ce choix d'avoir un taux de couverture d'au moins 45% pour la strate herbacée, hein, pour être dans la trame ouverte, et de 45% de la trame boisée pour être dans la trame boisée. Une fois qu'on a ces objets d'unités végétales des différentes tailles, l'objectif est d'essayer de comprendre où se situent les noyaux de biodiversité, hein, et quels sont les espaces qui sont les relais, hein, les petites corridors en pas japonais, hein, permettant aux espèces d'aller d'un noyau de biodiversité à un autre noyau de biodiversité et pouvoir assouvir l'ensemble de leurs besoins fonctionnels, hein. Donc là, les choix méthodologiques sont les mêmes depuis maintenant quelques années, au retour d'expérience de différentes trames que l'on a à réaliser. Les noyaux primaires sont les espaces ayant un intérêt écologique reconnu, hein,
Donc, site Natura 2000, SNIEF, espace naturel sensible, éventuellement réserve naturelle régionale quand on en a sur les territoires, mais aussi, et c'est un peu l'opportunisme que l'on propose dans les espaces très artificialisés, hein, d'avoir tous les sites de plus de 5 hectares, donc qui ont un fort potentiel, même si les habitats ne sont pas bien caractérisés, hein, qu'on a une pelouse avec des grands arbres, on garde ces espaces de 5 hectares. On a sorti de ces vastes surfaces les abords de voies ferrées et d'autoroutes, ou de grandes infrastructures routières, puisqu'on observe que sur ces espaces d'abord d'infrastructures, on est plutôt sur des espaces avec une très faible caractérisation, hein, une très faible typicité, qualité des habitats écologiques, hein, et donc on les a plutôt intégrés dans les espaces relais. Et les noyaux secondaires, où souvent on aura à agir, et je suis désolée, on ne voit pas super bien les couleurs en projection, hein, sur la cartographie, mais le principe, c'est qu'ils vont de 1 à 5 hectares. Et en dessous, hein, on a tous les espaces de plus de 250 mètres carrés, hein, qui ont finalement été conservés, même si on garde en mémoire de 100 à 250 mètres carrés, mais on ne les a pas tous préservés pour pouvoir aider la collectivité à faire des choix derrière sur des surfaces qui sont suffisamment grandes pour une intervention. Ça veut dire que dans cette approche, on enlève tous les micros pieds d'arbres, micros aménagements citoyens, ronds-points, etc., qui peut-être participent, mais on estime de manière marginale. Et donc, sur cet exemple, on a ici les 2 trames ouvertes ou herbacées et boisées, hein, qui ont un certain nombre de typicités et des espaces spécifiques liés au milieu ouvert ou au milieu arboré. Ensuite, on croise ce potentiel d'accueil de la biodiversité, hein, avec la matrice urbaine. Alors, je n'ai pas remis ici de description de cette matrice. L'idée, c'est de prendre à l'échelle de la parcelle les caractéristiques de la quantité d'espaces artificialisés, hein, bâtis et zones imperméables, et de définir un niveau de rugosité, hein, limitant la capacité des espèces à se déplacer, hein, et d'intégrer les grands obstacles, voies routières, voies ferrées, bâtiments hauts, etc., hein, qui vont donc entraver la capacité des espèces dans leur circulation, hein. Et ensuite, on définit les capacités soit d'attraction, soit de dispersion. Vous avez 2 exemples ici avec des méthodes qu'on teste et qu'on fait évoluer en fonction des échanges avec les collectivités et de leur façon dont elles comprennent l'organisation de leur territoire et leur capacité à agir, hein. Donc, sur Pleine Commune, on a travaillé plutôt une notion d'attraction des noyaux de biodiversité et des espaces relais, hein, qui étaient définis en fonction de la surface et de la compacité de chacune des unités végétales. Et, désolé, il manque un S à végétal. Alors que sur Boucle Nord de Seine, on a plutôt travaillé avec des réflexions sur des espèces cibles et la capacité de dispersion de ces espèces cibles, avec des rayons de dispersion différents, des petits rayons de dispersion et grands rayons de dispersion en fonction des espèces cibles qui étaient définies, et donc toute une série de cartographies qui permettent de réfléchir. Et à cette étape de la définition de la trame, on n'a pas de flèche, nous, dans notre approche, on a plutôt un regard sur comment les espèces pourraient suivre les zones de dispersion, les zones d'attraction. Après, quand on se pose la question, donc à la fin de cette première étape de définition de la trame, c'est comment la restaurer. Alors, vous voyez bien dans les cartographies qu'il y a beaucoup de trous dans cette trame, et même si on est assez ambitieux sur la capacité d'attraction, hein, des réservoirs de biodiversité,
c'est quand même assez complexe pour pas mal d'espèces s'ils veulent, sur le territoire de plaine commune, passer du fort d'Aubervilliers associé au cimetière de Pantin, qui est un beau lieu de réservoir de biodiversité, certes dans un milieu très intense, mais comment on passe de là au cimetière de Saint-Ouen et jusqu'au parc de Saint-Ouen pour aller traverser l'ensemble du sud de la plaine. Donc, ça faisait partie des grands de réflexions à mener avec le territoire de plaine commune, puisqu'on voit bien que si on veut suivre les zones d'attraction, ben, c'est très, très, très compliqué. Donc l'idée, c'était de se dire comment on va restaurer. Et là, on utilise un peu la même méthode qu'on vient de vous présenter précédemment, avec des flèches qui permettent d'avoir des notions de représentation et d'axes qu'il faudrait privilégier. Donc pour nous, la flèche est plutôt une phase d'aide à la décision pour les territoires et pour les élus, plutôt qu'une réalité de dispersion des espèces, puisque aucune espèce ne passe sous les flèches. Elles sont plutôt elles sont opportunistes aussi dans leur façon de fonctionner sur des territoires urbains relativement denses. Donc on se pose vraiment dans une logique de finalement tout on peut planter, plantons, partout où il y a une capacité de mobiliser quelques mètres carrés avec un minimum, beaucoup de temps, d'énergie, d'espace à mobiliser. Trop petit ne nous paraît pas aider suffisamment la biodiversité. Donc, on a fixé ce seuil de 250-300 mètres carrés avec plaine commune, c'est déjà tout petit. Ensuite, il faut réfléchir au choix de plantation que l'on réalise. Est-ce qu'on va répondre à la trame herbacée? Est-ce qu'on va répondre à la trame boisée, sachant que si c'est que 250 mètres carrés, ça fait que quelques arbres et c'est peut-être pas une bonne réponse pour la trame boisée, mais d'autres paramètres peuvent aussi rentrer en compte. Sur le plaine commune, on avait réfléchi à 3 grands domaines éco-paysagers pour un peu orienter les types de plantations possibles, les choix en termes d'association végétale entre le paysage des grands parcs et jardins au nord, plutôt le paysage de la Seine-Confluence le long de la Seine et le paysage de la ville mosaïque au sud. Et puis, on a aussi croisé au sein de plaine commune avec un certain nombre d'espèces références. Donc, ça, c'est une approche plus récente qu'ils sont en train de mener et pour lesquelles on les accompagne aujourd'hui. Aussi, sur plaine commune, mais ça de manière un peu classique aujourd'hui, avec comme un peu tous les territoires de première couronne, il y a un objectif d'avoir de la biodiversité, mais aussi de répondre à d'autres enjeux. Donc, de manière systématique, on nous demande de croiser, et on le fait parce qu'on ne fait pas que de la nature pour la biodiversité, mais aussi par la présence de l'homme. On croise avec la part de végétal sur des unités définies, la place des espaces verts, la place, les enjeux de chaleur urbaine, mais je vais assez peu développer ça. Quelques exemples peut-être de réalisation, de renaturation, qui ont permis de restaurer la trame écologique de plaine commune. Ici, dans cet exemple-là, sur le sud du territoire de plaine commune, dont je vous ai parlé précédemment, la petite forêt d'Aubervilliers, donc petite forêt, mais quand même d'1,5 hectare, aujourd'hui, faite de manière partenariale entre ICAD et plaine commune, donc ICAD, aménageur de ce secteur des EMGP sur le territoire de la ville mosaïque. Et donc, c'est un échange, un assemblage de réflexions entre le paysagiste Michel Desvignes, qui gère l'ensemble des espaces publics pour le compte d'ICAD, et plaine commune et nous-mêmes, qui étions à ses côtés pour à la fois recréer des habitats boisés et avoir quelques habitats ouverts dans un langage de paysagiste, de chambres de prairies et pelouses.
et de milieux boisés un petit peu plus denses, avec quelques chemins, tous empêchant l'accès aux unités végétales les plus vastes pour permettre d'accueillir une part de biodiversité. Donc là, la chance d'avoir un espace assez grand, un espace beaucoup plus petit qui a été planté l'année dernière et qui est en train d'être finalisé sur le territoire de Saint-Ouen. Donc pareil, un territoire qui est dans la continuité de cette trame sud de la ville mosaïque, passant par le cimetière et allant jusqu'au parc de Saint-Ouen, le grand parc. Le petit confetti au milieu des puces de Saint-Ouen, avec 100% de buddleia présents sur cette parcelle-là et une belle dalle de béton. Donc un petit projet qui a été labellisé Nature 2050 par la MGP, sans accès du public, ou juste un petit observatoire permettant d'aller voir progressivement comment la nature va reprendre ses droits, une clôture qui laisse une certaine ouverture de vue pour permettre donc aux habitants qui passeront dans la rue Louis-Dain de pouvoir regarder la végétation qui se développe. Pas de dépollution, un peu de mouvement de terre pour créer des espaces un peu plus frais et un peu plus secs, une mise à profit du mur en briques que vous voyez au fond pour permettre de positionner, d'enlever quelques briques et de positionner des nichoirs pour quelques oiseaux, et la recréation d'une petite ormée rudérale sur 750 mètres carrés. On est dans un petit espace, beaucoup, beaucoup plus petit que sur Aubervilliers, et une petite friche nitrophile. Enfin, encore plus petit, on est là sur un linéaire très opportuniste aussi, de la part des services espaces verts d'Aubervilliers, la rue Valdec-Rocher, qui est une rue, la nord-sud sur le territoire, très longue, donc voulant pousser à végétaliser le plus possible. Donc, en 2000, la photo date de 2019 et la plantation date de 2021, donc fait en interne par les services, avec quelques arbres plantés, mais surtout une végétation laissée libre au sol, permettant de laisser s'exprimer une forme de biodiversité opportuniste de friche. Autre renaturation possible, la suppression sur les abords du canal, toujours à pleine commune, de ce qu'ils appelaient les tables de Pyracantha et de Berbéris, entre autres, qui étaient sous les arbres, et le développement d'une végétation spontanée, permettant de retrouver une forme de biodiversité sur cet espace-là. Et peut-être pour terminer, pour essayer de rester dans les temps qui me sont impartis, une approche complémentaire qui me paraît vraiment importante et nécessaire dans la réflexion de renaturer en ville. C'est un espace qui a déjà une certaine qualité, c'est les berges de Seine à Épinay-sur-Seine, où on a déjà des habitats qui sont intéressants écologiquement, d'autres qui demandent à s'améliorer, par une gestion différente, par des replantations, par quelques aménagements plus lourds, en supprimant des prés et en permettant de retrouver de la naturalité. Et pour le faire, la ville d'Épinay, pleine commune, et avec notre aide, on milite, mais on n'a pas réussi encore à développer des solutions de protection, qu'on a appelé une réserve naturelle urbaine, démarche qui devrait être encadrée par le Code de l'environnement. L'important, c'est d'être reconnu, la reconnaissance permettant à la collectivité d'être aidée dans ses réflexions, dans ses envies, dans la capacité à faire comprendre aussi au public qu'on va fermer des espaces
parce que c'est des espaces à forte valeur écologique ou à fort potentiel et écologique, avec donc ce classement, une police de l'environnement qui vient s'inscrire dans cette réflexion, et puis la mise en œuvre, évidemment, d'outils de sensibilisation, d'information pour le grand public. La reconnaissance, finalement, d'efforts importants de renaturation en milieu urbain par un label. Alors, label qui n'existe pas en tant que tel. Les réserves naturelles régionales ou nationales ne peuvent pas s'appliquer à des espaces comme cela parce qu'on n'a pas suffisamment d'espèces animales et végétales permettant cette labellisation, mais il nous semble que ce serait un réel coup de pouce pour favoriser les trames vertes en ville. Voilà, j'ai tenu presque dans les temps. Merci beaucoup, Marine. Oui, en effet. À 1 minute près, on est bon. Mais c'est très bien. Merci beaucoup pour cette, en effet, présentation complémentaire de l'introduction de Nicolas et très riche aussi en retour d'expérience. Avant de te poser, parce qu'il y a eu beaucoup de questions dans la conversation, je voulais juste revenir vers toi, Nicolas. Alors, tu y as répondu dans la conversation, mais je pense que ça peut être intéressant que tu le partages à l'oral. Une réaction de Roxane Leverrier de la métropole du Grand Paris sur ta conclusion autour des actions de renaturation, enfin que toutes les actions de renaturation est intéressante, et est-ce qu'il n'y a pas forcément d'actions plus prioritaires les unes que les autres? Et donc je te laisse à l'oral, ça va te permettre de développer un peu plus qu'à l'écrit la réponse. Très bien, c'est vrai. Merci Jonathan. C'est vrai que j'ai dit un peu deux choses qui semblent contradictoires. Quand on s'interroge, quand on voit comment les projets dans l'intégration émergent, souvent on voit que c'est une opportunité qui vient comme ça spontanément. Il y a un acteur qui part, il y a un budget qui est alloué, il y a un projet qui s'abandonne. Donc du coup, ce que je disais, c'est souvent sur chaque occasion qui passe. Maintenant, si un territoire se dote d'une démarche proactive et qu'elle décide que ce territoire décide de recréer volontairement des zones, dans ce cas-là, il est intéressant d'objectiver l'endroit le plus idéal pour maximiser la trame verte et bleue. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et je corrobore complètement ça. Merci Marine. Merci Nicolas. Marine, alors première deux questions autour de l'arbre et notamment de sa prise en compte à la fois dans la modélisation des trames en milieu urbain, sur donc Julie Charton qui demande est-ce que les alignements d'arbres sont pris en compte dans le diagnostic que vous pouvez faire de la trame verte en milieu urbain, et un peu dans le même sens, plutôt là dans la restauration de la trame, et on voit en effet qu'il y a de plus en plus de collectivités qui se lancent dans des plans de plantation d'arbres assez importants. Et donc elle pose la question, hein, est-ce que planter des arbres où on peut, est-ce que c'est efficace ou non? Est-ce qu'il faut plutôt s'orienter sur la restauration, la renaturation d'espaces avec le seuil que tu as mentionné autour des 200-300 mètres carrés, plutôt que sur simplement planter un arbre? Voilà, donc première question autour de l'arbre en ville, et puis on prendra je poserai ensuite d'autres questions. Alors oui, dans les nouvelles méthodologies et dans ce que je vous ai réaffiché à l'écran, les arbres sont pris en compte, euh, quel qu'il soit en fait, hein, qu'il soit un arbre indépendant sur une place ou un aliment d'arbre, puisque la donnée cartographique qui est utilisée dans ces approches, c'est la donnée de stratification de la végétation de la Pure, hein, qui est issue d'un traitement de photographie aérienne qui nous donne les couches de végétation, hein, que l'on a mis à jour, hein, pour Boucle Nord de Seine, parce que c'est une donnée qui a maintenant une dizaine d'années, donc les territoires évoluant, hein. Il y a eu un travail important de remise à jour de cette donnée, mais oui, on prend en compte les alignements, hein, avec très souvent, ils ne sont considérés, et vous le voyez dans la carte qui est en bas, plutôt comme des milieux composites, hein, avec une faible valeur écologique, et plutôt comme des notions d'espace relais, hein, plus que comme des habitats à proprement parler. On voit d'ailleurs que sur le territoire
de boucle nord de Seine, on a très peu d'habitats. Hein. Quand on regarde cette cartographie, on a énormément d'espaces relais, hein, et on n'a pas beaucoup de lieux où les espèces ont vraiment la capacité d'assouvir tous leurs besoins fonctionnels. C'est des territoires relativement végétalisés, mais avec une végétalisation extrêmement morcelée. Alors après, est-ce qu'il faut planter des arbres partout, hein? Planter des forêts, planter des boisements, oui, ça nous paraît, d'un point de vue écologique, tout à fait intéressant, hein, pour pouvoir accueillir les espèces forestières, les espèces des lisières, oui, hein, mais il faut une surface suffisante. On avait annoncé sur pleine commune, et moi je tiens toujours ce discours-là, qu'un boisement, c'est à minima 1 hectare en ville. On l'avait travaillé avec Philippe Clergeau à l'époque, et puis d'autres collègues scientifiques. Moins de 1 hectare, ça ne permet pas vraiment à des espèces forestières de pouvoir venir trouver un lieu d'accueil suffisamment adapté à leurs besoins. Si c'est 3 arbres ou 4 arbres, même posés sur un sol de qualité, on n'aura jamais d'espèces forestières. Il y a très très peu d'espèces qui vont être intéressées, hein, pour mettre leur nid, venir possiblement se nourrir, d'autant plus si on est sur des arbres qui ne sont pas indigènes et locaux. Donc, je dirais, moi, en tant que naturaliste, ça me fait un peu peur d'avoir partout des arbres, et que tous les espaces soient remplis par les arbres. Je crois qu'on a besoin d'une mosaïque, enfin j'en suis sûre même, une mosaïque à la fois de milieux herbacés, hein, diversifiés, des milieux de prairies mésophiles, de prairies mésoxérophiles, de prairies xérophiles, de friches pionnières, hein, où on a quand même on a des espèces de très grand intérêt, des friches plus densément végétalisées, des zones arbustives de fruticées, hein, qui accueillent beaucoup d'oiseaux, hein, d'intérêt patrimonial, et d'autres plus communs. Donc, ne remplissons pas l'espace d'arbres. Posons-nous à chaque fois la question, hein, de où je me positionne dans la trame écologique. Est-ce que je crée un relais entre des espaces boisés, et ça peut servir d'axe de circulation pour des chiroptères, des oiseaux, hein, ou au contraire, est-ce qu'il faut mieux que je recrée un espace de milieu ouvert, qualitatif, hein, sur le lieu? Donc, non, pas des arbres partout, une réflexion systématique. Merci, et ça fait, du coup la transition avec une autre question justement sur, la trame herbacée. Donc on parle de planter des arbres, mais, on pourrait aussi évoquer le fait de semer pour, reconstituer, en effet la trame herbacée des prairies. On voit souvent, le phénomène des prairies fleuries, et cetera. Donc la question, c'est plutôt, donc pour cette trame herbacée, ne pas laisser plutôt que d'être dans des démarches de restauration en faisant intervenir de la gestion et de l'ingénierie, écologique, laisser se développer plutôt, ces milieux, de manière, avec une dynamique, naturelle, et laisser venir les espèces, spontanées. Est-ce que c'est, des actions que tu vois en tout cas sur le terrain, ou, pour l'instant on n'en est pas encore là? Moi, je suis tout à fait partante et intéressée pour tenter, hein, de permettre d'avoir le développement d'une végétation spontanée, hein. La grande difficulté qu'on rencontre en milieu urbain, c'est le développement des espèces exotiques envahissantes, hein, avec une arrivée systématique dans les premiers temps, hein, des solidages, des bergerettes, du Seine-Saint du Cap, qui viennent occuper les espaces. Elles prennent la place au démarrage des espèces pionnières, hein, piscicoles, qu'on pourrait avoir plus dans les milieux ruraux, hein. Et du coup, elles viennent enrichir les sols en matière organique, nous empêchant finalement d'avoir un stade pionnier vraiment intéressant en ville. Puis après, bah, vous connaissez le cortège assez classique du buddléia, de l'élante, du robinier, hein, qui remplace le
boulot qui devrait se développer dans ces milieux pionniers. Donc, cette dynamique végétale naturelle, on a du mal à la laisser faire en ville. Donc, on a plutôt tendance à être interventionniste et à venir planter. Après, je pense que il faut qu'on réfléchisse beaucoup plus que ce qu'on a fait jusqu'alors sur le type de sol qu'on installe. Jusqu'alors, et on a un souci là avec le monde des paysagistes et avec les obligations auxquelles les entreprises de paysage sont confrontées, qui est le fascicule 35, qui impose des sols avec une norme de sol. Qui font des sols assez homogènes, assez banals en fait, assez moyens en termes de qualité. C'est ni trop azoté, ni trop carboné, avec un pH moyen qui va entre 7,5 et 8. Bon, non, il faut qu'on sorte de ça en tant que acteur de la renaturation, ou renatureur, c'est pas très beau, acteur de la renaturation. On doit pouvoir fabriquer des sols diversifiés, parfois très pionniers, assez caillouteux, sur lesquels on fait un semis très léger, avec des essences adaptées. Parfois, au contraire, remettre de la matière organique dans les sols, fabriquer un technosol plutôt enrichi pour essayer de planter une végétation de milieu plus enrichi, de prairies plus mésophiles ou mésotrophes. Enfin, voilà, on doit pouvoir, par le sol, fabriquer des milieux oligotrophes ou des milieux mésotrophes. Comme ça, on diversifie. Et aujourd'hui, on voit ça à peu près nulle part. On l'a vécu et on le vit encore en ce moment, nous, sur les villages olympiques, où on est à côté de paysagistes qui se doivent de répondre aux obligations du fascicule 35. Et on a donc, malgré les ambitions écologiques qu'on s'est fixées au démarrage, on se retrouve avec des sols assez uniformes et homogènes, et donc une végétation qui sera parfois de milieu ouvert, parfois de milieu boisé, mais sur un sol homogène. Ce qui me semble être dommage aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à travailler dans ce sens. Merci Marine. Alors une dernière question, parce qu'il y en a encore beaucoup, mais malheureusement il faut qu'on avance, mais elle me semble importante et elle a été évoquée dans un webinaire précédent, la question du changement climatique et de sa prise en compte, notamment dans les projets de conception, de restauration de la trame que tu as présenté. Est-ce que c'est un élément, voilà, qui est intégré dans la conception, de ces projets ou pas du tout? Si, bien évidemment. Alors, sous un an que j'ai passé très, très, très rapidement, mais on plante aussi pour apporter de la fraîcheur, pour apporter un bien-être au moment des périodes extrêmement, extrêmement chaudes. Donc, on tient compte aussi des événements pluvieux, beaucoup plus intenses. Il y avait de la grêle là ce matin, qui pose des vrais soucis dans nos végétaux. On tient compte des effets de très forte chaleur qu'on a régulièrement. Là, on fait des constats de reprise, des plantations qui ont 1 an. On voit des arbres qui ont des feuilles qui sont grillées, comme si on les avait passées au chalumeau, qui ont repris, ils sont vivants, mais les très fortes chaleurs de ce début d'automne, là, mi-septembre, ont fait que les feuilles ont grillé. Donc oui, donc on cherche des assemblages de végétaux. On ne va pas planter comme en milieu méditerranéen, parce qu'on n'est pas en milieu méditerranéen en Île-de-France. On cherche des assemblages de végétaux qui vont ensemble, ce qu'on appelle dans le jargon d'écologue les associations végétales, comme Bournerias, Bock ou Arnal nous l'ont appris quand on était à la fac. Ces espèces qui vivent, qui s'assemblent dans la nature parce qu'elles s'entraident, notamment dans les milieux les plus difficiles pour elles. Donc, on réfléchit beaucoup aux assemblages de plantes, à la fois arborées, à la fois arbustifs et à la fois herbacées, pour permettre de résister à ces périodes complexes, très, très chaudes, très pluvieuses, avec des périodes très, 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 très longues où on n'a pas d'eau. Voilà, donc on travaille dans ce sens à faire évoluer les associations végétales, et peut-être à planter extrêmement différemment de ce qu'on a planté
ces 50 dernières années. Merci beaucoup Marine. Je t'invite à regarder la conversation parce qu'il y a du coup quelques Je vois qu'il y a plein questions de qu'on trucs, a. ouais. Voilà, il y a quelques questions. Je chaussé mes lunettes. Malheureusement, il faut qu'on avance, notamment sur les données qui peuvent être utilisées pour la modélisation des corridors. Tu l'as évoqué en partie dans ta présentation. Des questions aussi sur le projet. Alors, si tu peux enlever le partage, Oui. s'il te plaît, merci. Des questions aussi sur le projet de la friche à Saint-Ouen et notamment l'acceptation par les habitants. Voilà, il y avait des questions aussi, mais tu l'as un peu évoqué dans tes réponses précédentes sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, je te laisse regarder ça dans la conversation. Je te remercie encore et je passe la Et parole à... Oui. vous pourrez venir dans une dizaine de jours. Vous avez tous les panneaux qui seront mis sur la friche Louis Dain à Saint-Ouen. Je fais de la pub pour les enfants avec qui on a travaillé, qui ont fait des dessins super beaux. Et donc, vous Bon, pourrez aller voir les parfait, jolis très bien. panneaux. Merci. Merci beaucoup. À toi, Théo. Je te laisse la parole. Je te donne la parole pour la suite et on va sortir un peu de la ville pour voir un territoire un peu plus lié aux espaces naturels, agricoles, forestiers et sur une trame qu'on évoque peu, qui est celle du Vieux-Bois. À toi, la parole. Faut que tu allumes ton micro. Oui, ça va C'est être un bon. peu mieux. Merci Jonathan. Du coup, je disais, je suis Théo Duquesne, chargé de mission biodiversité au syndicat de l'Orge et l'idée de ce matin, c'est de vous parler un petit peu d'une trame de vieux bois, on essaye d'étudier au syndicat et plus particulièrement d'une étude qu'on a menée en collaboration avec l'OPI et puis financée, par le département de l'Essonne et la région Île-de-France, sur, l'étude des coléoptères saproxyliques qui vivent dans cette trame de vieux bois. Je vais vous présenter un peu les différents éléments de l'étude parce qu'il y a à la fois, les coléoptères saproxyliques, la trame de Vieux-Bois et le syndicat de l'Orge. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu notre territoire et ce qu'on fait de manière très rapide. Le syndicat de l'Orge, c'est 65 communes. Alors vous allez voir, les cartes changent un petit peu parce que c'est une étude qui a été menée sur 3 ans, et en 2019, nous n'étions que 62, et on est la résultante de la fusion du syndicat de l'Orge Amont et de l'Orge Aval. Donc on est passé de 37 à 62 et aujourd'hui à 65 communes. Ça fait un bassin versant de 483 km², en prenant en compte, évidemment tous les affluents, 280 km de cours d'eau et la spécificité de notre syndicat, c'est qu'on est propriétaire, direct d'un certain nombre de parcelles, heu propriétaire ou gestionnaire et ça représente, 440 hectares répartis en une cinquantaine de sites un petit peu éclatés sur tout le territoire. L'idée, c'était, dans le cadre de suite à la sortie du SRCE et suite à de nombreuses réflexions qu'il y a eu au syndicat, d'essayer d'étudier un peu plus, dans le détail les trames qui se situent sur le territoire. Donc il y a eu 2 projets qui ont été menés, successivement. Le projet que je vous présente, sur, l'étude de la trame de Vieux-Bois par les insectes saproxyliques et en ce moment, on est en train d'élaborer un schéma directeur trame verte et bleue sur le territoire qui vient, utiliser du coup les données que, je vais vous de l'étude que je vais vous présenter. Donc une trame de vieux bois, qu'est-ce que c'est? Alors plutôt que de mettre énormément de texte, j'ai voulu vous mettre quelques photos pour, un petit peu, vous l'illustrer. En fait, c'est une composante de la trame verte et plus spécifiquement de la trame boisée. Donc la trame de vieux bois, en fait, n'existe, qu'à partir du moment où il y a des boisements, un petit peu conséquents, comme, l'a évoqué Marine. Finalement, d'un point de vue écologique, il faut quand même que le boisement ait une certaine densité, pour que, cette trame-là puisse exister. On la décompose, bah, comme, cela a été expliqué en corridor et en réservoir. Dans le cas de la trame de vieux bois, ce qui constitue le réservoir, c'est ce qu'on appelle les îlots de sénescence ou les îlots de vieux bois. Donc c'est des zones déboisement qui sont, laissées en libre évolution où, il y a du coup pas d'exploitation forestière et où les opérations, d'entretien, sont maintenues au minimum, si ce n'est, pour des enjeux de sécurité, à la limite des îlots. Et les éléments qui constituent par contre, les corridors, c'est ce qu'on appelle les arbres habitats. Donc ce sont des arbres isolés, qui sont porteurs de plein d'endroits micro-habitats. Donc vous pouvez en voir une photo sur la gauche
Et ces micro-dendro-habitats, ils sont assez variés. Donc, ça peut être simplement une liane, une liane de lierre sur un arbre, du bois mort dans le haut-pied, des champignons, des coulées de sève, des crevasses, des nids de pics. Et c'est assez varié. Et ces dendromicrohabitats, en fait, sont très intéressants pour les espèces saproxyliques. Donc, une espèce saproxylique, c'est une espèce qui vit sur ou dans le bois mort ou des hérissants, qui se nourrissent directement du bois mort ou qui vivent aux dépens d'espèces qui elles-mêmes dépendent du bois mort pour survivre. Donc, c'est une définition assez large finalement. Et nous, on a décidé d'étudier plus spécifiquement les coléoptères saproxyliques qui, après les discussions avec nos partenaires à l'OPI, nous semblaient assez intéressants pour justement évaluer un petit peu l'état de cette trame de vieux bois dans la vallée. Petit rappel sur ce qu'est un coléoptère et donc nous avons vu ce que vous voulez dire saproxylique. Un coléoptère, vous connaissez tous un petit peu, c'est un type d'insecte qui a des pièces buccales broyeuses et qui a, la première paire d'ailes renforcées, comme une espèce de carapace si vous voulez. Donc ça va de la cétoine dorée, au bucane cerf-volant que vous pouvez voir sur les photos à gauche. Mais les coccinelles aussi font partie de la famille des coléoptères. Sur les coléoptères saproxyliques, des fois, il y a beaucoup d'idées reçues, qui les associent à des coléoptères ravageurs. Alors effectivement, ils existent, mais en fait, la plupart des coléoptères saproxyliques ne sont pas ravageurs et arrivent en fait au moment où l'arbre est déjà, en état de dépérissement ou complètement mort. Les coléoptères ravageurs, c'est moins de 1 des coléoptères saproxyliques. Et la majorité, c'est vraiment sur des bois, stade 2, comme vous pouvez le voir à droite, donc des bois qui sont vraiment, complètement morts, il n'y a plus du tout de vie végétale ou vraiment très, très peu, à ce niveau-là. Ces coléoptères, on s'est intéressé, déjà à leur présence-absence dans différents boisements du syndicat et on a, utilisé une échelle de patrimonialité, qui est issue du catalogue des coléoptères saproxyliques de France, qui a été édité par le Muséum en collaboration avec l'OPI. Et on a attribué à chaque espèce de coléoptère une note de 1 à 4, donc 1 étant les coléoptères les plus communs et les plus largement distribués. Et 4, c'est des espèces très rares avec moins de 5 localités connues actuelles et contenues dans un seul département. Et donc c'est vraiment des choses d'une grande rareté. Si vous voyez l'abréviation IP dans d'autres diapositives, c'est ça, c'est l'indice de patrimonialité. On peut calculer la valeur patrimoniale d'un site en additionnant l'indice de patrimonialité individuelle de chacun des coléoptères. Donc là, je vous en ai mis 4 pour l'exemple, donc avec leur indice de patrimonialité indiqué en bas. Donc si on avait un site fictif avec ces 4 espèces-là, on aurait un indice de patrimonialité de 7 sur ce site fictif, donc 1 + 2 + 3 + 1. L'objectif de l'étude sur les insectes saproxyliques, ils étaient multiples. Tout d'abord, c'était d'améliorer la connaissance naturaliste, dans la vallée sur ces coléoptères qui étaient, en fait, très peu connus. On réalise pas mal d'inventaires, que ce soit en propre ou avec des prestataires, mais c'est des groupes relativement peu étudiés, dont on n'avait pas forcément l'habitude. C'est de venir alimenter, la réalisation de notre schéma directeur, trame verte et bleue, de sensibiliser les communes, à leur patrimoine naturel et notamment à la question de la libre évolution, à la trame de vieux bois et à la présence de bois mort dans les espaces, forestiers et d'orienter, les gestionnaires, donc que ça soit les communes auxquelles, on est en appui et en conseil ou directement notre gestion en propre sur les sites dont on est propriétaire. Pour pouvoir avoir une vision représentative de la vallée, il a fallu choisir un certain nombre de boisements dans lesquels on allait faire nos inventaires. Et le critère numéro 1 de sélection de ces boisements, c'était la continuité temporelle de l'état boisé. Donc c'est-à-dire, qu'on a pris les cartes d'état-major et on les a comparées à des photos, de différentes dates pour vérifier que le boisement était bien présent, sur les cartes d'état-major et qu'il n'a pas été défriché depuis. C'est un élément assez important quand on étudie les coléoptères saproxyliques parce qu'en fait, c'est des espèces qui sont liées à des boisements relativement matures et qui sont, présents dans le temps et donc, si ce critère-là n'est pas rempli, en fait, c'est pas impossible de trouver des coléoptères, mais ça réduit fortement la probabilité d'en rencontrer. Ensuite, on a été faire des repérages sur le site des différents boisements présélectionnés et on a identifié un certain nombre d'autres caractéristiques complémentaires, donc les essences, les classes d'âge, le contexte autour de ces boisements et la présence ou non de micro-habitats sur les arbres.
ainsi que l'accessibilité pour s'assurer qu'on pouvait visiter les sites régulièrement et aller relever les pièges de coléoptères que je vais vous présenter juste après. Donc très rapidement, on a coupé la vallée en 3 pour disposer les différents dispositifs de suivi. À la base, on devait faire cette étude uniquement au syndicat de l'Orge aval, donc les points en bleu, et on voulait les suivre sur 3 ans. Mais suite à la fusion, ça nous a paru un peu plus pertinent de redispatcher l'effort d'inventaire et donc de faire une section aval, une section centrale et une section amont. Les méthodes d'étude qui a été choisie, c'est ce qu'on appelle des pièges d'interception. Donc on peut les voir, vous pouvez le voir au milieu de la diapositive. Donc c'est très bête, hein, c'est un croisillon de plaques de plexiglas plastique contre lesquelles les coléoptères, donc qui peuvent voler avec leurs ailes, viennent percuter et tombent dans un flacon qui peut être laissé sous le piège avec un liquide conservateur. Et ensuite, ces flacons ont été envoyés à l'OPI pour identification de toutes les espèces qui ont été vues. Donc là, on est dans le cadre d'une liste d'espèces, donc on a plutôt cherché à avoir de l'exhaustivité sur les espèces qui sont présentes sur notre territoire, et on n'est pas forcément sur une analyse comparative. Donc, si on refaisait cette étude dans quelques années, ça ne serait pas forcément comparable avec celle qu'on a déjà faite. Il faut plus voir ce que je vous présente aujourd'hui comme une photo instantanée de ce qui s'est passé dans la vallée, et après, c'est à nous d'en tirer les conclusions d'un point de vue de gestion pour proposer des trajectoires d'amélioration. Donc sur les résultats, on a eu des rapports intermédiaires chaque année de l'étude et un rapport final qui est disponible sur le site GeoNet Île-de-France et dont je pourrais vous remettre le lien dans le chat si ça vous intéresse. On a déjà, dans les résultats, fait énormément évoluer la connaissance. Donc là, je vous présente la cartographie de la connaissance avant. Donc on part du blanc pour les communes où il n'y avait aucune espèce d'insecte connu, vers du vert foncé où il y avait énormément d'insectes connus. Et les chiffres que vous pouvez voir, c'est le nombre d'espèces rares connues. Donc les espèces rares, c'est les espèces IP3 ou IP4, donc les espèces avec un fort niveau de patrimonialité. Donc vous pouvez voir qu'il y avait assez peu de connaissances sur la vallée. Et suite à l'étude, on a fait 4084 observations. On a vu 386 nouvelles espèces de coléoptères tout confondu, et 305 nouvelles espèces de coléoptères saproxyliques. Parce qu'il faut savoir que dans les pièges d'interception, on peut récupérer des coléoptères aussi bien saproxyliques que non saproxyliques. Sur cette carte qui est un petit peu lourde, l'idée c'était de vous montrer qu'en fait, on est quand même au milieu de l'Essonne, avec notamment à l'aval des territoires très urbains, et on peut voir que sur l'ensemble des dispositifs, on a vu des espèces patrimoniales. Donc les rouges, c'est les espèces déterminantes de SNIEF, les bleus clairs pardon, sont celles proposées à la protection dans le cadre d'une liste qui est en cours d'élaboration par l'OPI, et les espèces rares en bleu foncé. Donc on est malgré tout sur un territoire très contraint au niveau de l'urbanisation, et on voit qu'en fait tout boisement qui a cette caractéristique de continuité boisée est propice à l'accueil des coléoptères saproxyliques. Donc ça a été quelque chose d'assez positif pour l'OPI et pour nous. En parallèle de vraiment l'inventaire des coléoptères en propre, on a aussi utilisé un indicateur qui s'appelle l'IBP, que vous connaissez peut-être, qui vient de la forêt privée, qui a été développé par le CRPF. C'est l'indice de biodiversité potentielle, et en fait, l'idée, c'est de prendre une dizaine de critères auxquels on attribue un score entre 0 et 5, et ça permet de donner une idée du potentiel biodiversité de ces boisements. Nous, on s'est concentré sur, en particulier, 4 facteurs de l'IBP. Donc, c'est le bois mort sur pied et le bois mort au sol, la présence de très gros bois vivants et la présence d'arbres porteurs de micro-habitats dans les boisements. Et on a vraiment essayé d'étudier le score IBP, donc global des boisements, mais plus particulièrement les scores sur ces critères-là, parce qu'on sait qu'un score bas sur ces critères-là est plutôt défavorable pour les insectes saproxyliques. Donc, on voulait voir ce qui se passait de ce côté-là. Ce que je vous montre ici, c'est une grille de lecture en négatif de l'IBP. Donc, on a pris ces critères de bois mort, sur pied au sol, les micro-habitats et les très gros bois vivants. Et en fait, à chaque fois que vous voyez une barre vers le bas, c'est une lacune par rapport à un de ces critères sur les sites. Donc, ça permettait de voir des sites qui étaient un petit peu manquants par rapport à l'optimum qui était proposé par l'IBP.
et je vous en reparlerai après, mais nous, c'est assez intéressant d'un point de vue gestionnaire, parce qu'en fait, on sait les points de lacune sur ces sites qui empêchent ou qui sont défavorables à la présence de coléoptères, et donc on sait sur quels aspects en fait il faut travailler d'un point de vue gestion du site pour améliorer le score et derrière proposer aux espèces un milieu plus favorable. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on essaie de mettre en corrélation les valeurs de l'IBP et la valeur patrimoniale des sites. Donc la valeur patrimoniale, c'est, pour rappel, l'addition des scores des valeurs patrimoniales de tous les coléoptères qu'on a vus individuellement. Et des analyses de corrélation montrent qu'il y a une corrélation positive entre le score d'IBP et la présence d'insectes saproxyliques patrimoniaux. Donc plus le score IBP est haut et plus la quantité, la diversité et la patrimonialité des coléoptères observés augmente également. Ce qu'on a également fait, c'est que l'OPI a fait des analyses exploratoires des données, donc en combinant plein de caractéristiques sur les boisements qu'on avait préidentifiés lors des premières visites. Et ils ont essayé de voir quel facteur était le plus significatif sur les populations de coléoptères. Donc, qu'est-ce qui expliquait qu'on voyait certains coléoptères à un endroit et pas à d'autres. Et en fait, au sein de la trame boisée, même de la trame de vieux bois spécifiquement, ils ont refait une distinction entre les boisements humides de fond de vallée et les boisements de coteaux et de plateaux qui sont un petit peu plus secs. Et il y a vraiment une différence significative entre les groupes d'espèces qu'on peut voir sur ces deux types de milieux. Donc on peut voir qu'on peut aller dans un niveau de détail assez fin finalement sur une trame. On a une trame verte, dedans on a la trame boisée, au sein de laquelle on a la trame de vieux bois, et même au sein de cette trame de vieux bois, il y a les boisements de coteaux et les boisements de plateaux, où en fait il y a une vraie différence dans la composition des espèces, et c'est une espèce de forme de discontinuité un petit peu cachée, de conflit entre trames, comme disait Nicolas au début du webinaire. Parce que les coléoptères de milieu sec ne trouvent pas les essences d'arbres qui leur convient dans les boisements humides. Et donc, si sur une carte on voit bien une continuité, dans les faits, ces coléoptères ne se déplacent pas dans ces endroits. J'accélère un peu parce que je vois que le temps tourne, mais globalement, on avait réattribué les indices de patrimonialité en fonction de si c'était un boisement de coteaux ou un boisement de plateau. Je vous ai remis le cours principal de l'orge au milieu pour que vous fassiez une idée, mais globalement, tous les boisements humides sont ici, à quelques exceptions près sur les affluents. Et les boisements de plateau sont un petit peu plus vers le nord. On a refait, du coup, avec cette distinction, la même analyse que précédemment, de voir s'il y avait bien un lien entre la valeur patrimoniale du site et les facteurs de l'IBP. On s'est rendu compte que sur le milieu humide, je ne vous ai pas montré la diapo, mais cette corrélation existe. Sur ces milieux secs, on a vu qu'on ne l'a pas retrouvée. On s'est rendu compte que c'était notamment lié à deux boisements qui influençaient fortement le graphique, donc le bois de l'autodrome et le bois de la Michaudière. Et les caractéristiques communes de ces deux boisements, c'est que ce sont des châtaigneraies. Les châtaigniers, en fait, a été importé à l'échelle de l'histoire des colonisations biologiques relativement récemment, en fait, en Europe. Et les châtaigniers, du coup, ont assez peu de coléoptères saproxyliques qui leur sont associés, ce qui fait qu'on a des valeurs assez basses, et donc ça constitue des discontinuités cachées aussi dans ces boisements secs, où en fait, ces châtaigneraies sont des obstacles à la dispersion des coléoptères, et quand on les retire de l'analyse, on retrouve effectivement la corrélation qu'on avait au départ. Suite à cette étude, du coup, on a bien rempli notre objectif, donc l'amélioration de la connaissance, je vous l'ai montré, a été vraiment importante d'un point de vue données, et ces données, nous, on les a mis à disposition dans GeoNature pour que d'autres acteurs puissent les réutiliser dans le cadre d'aménagement d'autres études, et elles sont en libre d'accès. On a découvert aussi qu'il y avait bien deux trames de bois qui irriguaient le territoire, et qu'il fallait que dans notre schéma directeur, on intègre cette information pour pas considérer qu'à partir du moment où un espace était boisé, on avait une trame verte fonctionnelle pour l'ensemble des espèces. Et ça nous a aussi permis de voir que l'IBP sur la faune saproxylique était vraiment un bon indicateur de ce qui se passait, et donc que même si au sein du syndicat, on n'a pas forcément des compétences très poussées sur les coléoptères, l'IBP étant relativement simple à mettre en œuvre, on pouvait, préalablement au déploiement d'un plan de gestion, par exemple, appliquer cette méthode, et pour pouvoir vraiment
voir, comme je vous l'ai montré, les différentes lacunes d'un point de vue écologique du site et pouvoir essayer d'y remédier. Heu, donc derrière, c'est ce que je vous disais, l'IBP pour nous, suite à cette étude, va vraiment devenir un appui, à la gestion et même, à la non-gestion parce que, en fait, sur les critères qui sont liés à la présence de bois mort et de vieux bois sur pied, ça va surtout être, de la non-intervention, qui va permettre de remédier à ces lacunes. Des non-interventions qui s'envisagent sur le temps, très long, parce que c'est des centaines d'années pour, en fait, aboutir à une trame de vieux bois fonctionnelle. Donc, l'idée, c'est de mettre en défense certains secteurs et de faire en sorte que ce défend, soit, durable pour que, les populations, puissent, arriver à circuler quand le bois mort arrive et de maintenir un cycle où il y a du bois dépérissant, du bois mort en continu sur ces parcelles, pour que, les conditions de mobilité des espèces soient remplies. Essayer de limiter nos interventions le plus possible, et notamment essayer de privilégier des dynamiques naturelles plutôt que des interventions mécaniques. Bien évidemment, on a des espaces ouverts au public, donc on a des contraintes de sécurité, mais sur les espaces qu'on laisse en libre évolution, en dehors de ces impératifs de sécurité, on va essayer d'intervenir le moins possible. Et derrière aussi, on a une réflexion à plus long terme sur, le changement climatique et voilà la pression galopante d'artificialisation, notamment dans une région comme la nôtre pour, heu essayer d'adapter la gestion, donc en conciliant changement climatique, bois mort et effectivement fréquentation par le public, artificialisation, essayer de prendre tous ces paramètres-là en compte quand on définit nos opérations de gestion. Je prends juste 30 petites secondes pour remercier tous les gens qui ont participé à cette étude, donc un certain nombre de chargés d'études faune et flore qui se sont succédés chez nous, Sébastien Nice, Lucille Ferriot, Mathieu Gurand, Nathalie Lachise et Manon Lavaux, tous les stagiaires qui ont participé aux IBP et aux inventaires. Xavier War qui, côté de l'OPI, a coordonné, l'étude. Bruno Mériguet qui d'habitude présente avec moi, mais n'était pas disponible aujourd'hui, mais qui a suivi l'étude de très, très près. Et puis les propriétaires qui nous ont, gentiment laissé l'accès et la possibilité de poser des pièges sur leurs parcelles, parce qu'on a étudié, des boisements qui nous appartiennent, mais pas que, parce que l'idée c'était vraiment d'avoir une vision générale de la trame, sur la vallée et pas uniquement de se concentrer sur les propriétés syndicales. J'espère que je suis à peu près bon pour le temps. Merci de votre Parfait, attention. c'est parfait. Merci beaucoup, Théo. C'était vraiment très, très intéressant et ça a permis d'aborder en effet une trame, qu'on n'a pas forcément l'habitude, d'aborder, notamment à l'échelle d'un territoire, comme celui du syndicat de l'Orge. Moi j'ai une question, je reviens un peu en arrière, tu as évoqué le schéma directeur trame verte et bleue, du syndicat, de l'Orge. Marine a présenté un peu la méthodologie, enfin en tout cas celle employée par le bureau d'études, Urbaneco pour, élaborer la trame verte, en milieu urbain. Comment ce schéma, enfin en tout cas sur quelle méthodologie de modélisation, a été élaborée, cette trame verte et bleue à l'échelle du bassin du syndicat? Parce qu'on est évidemment sur un territoire qui est complètement différent de celui, de l'urbain dense parisien et du territoire de la métropole, du Grand Paris. Est-ce que, voilà, vous avez, un peu les mêmes démarches méthodologiques ou il y a une approche un peu, différente? Heu, alors le choix qui a été fait, le schéma en fait directeur est en cours d'élaboration. On a commencé à travailler avec notre prestataire, Teroico il y a pas très longtemps sur la question et eux ont vraiment une approche, type modélisation. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le plus de données possible de notre côté sur l'occupation des sols, les nombreux inventaires qu'on a pu faire et qui ont pu être faits par les partenaires. Nous, on est très impliqués aussi au niveau du syndicat dans l'accompagnement des communes dans le cadre de la révision des PLU. Donc on a beaucoup d'informations qui nous arrivent par là. Et l'idée, c'est de fournir à l'outil de Teroico qui s'appelle Simoico, l'ensemble de ces informations pour qu'il nous dégage des zones de passage, des points de rupture aussi. Donc, on a vraiment une approche modélisation avec aussi des techniques qui sont assez proches de celles qui ont été discutées précédemment. Donc, de voir les endroits où le grain est favorable pour le passage des espèces et à l'inverse, les endroits où il y a trop d'obstacles de différentes natures et où il va falloir, soit travailler à proposer des chemins alternatifs aux espèces, soit à abolir un certain nombre d'obstacles, pour rétablir la continuité qui a été perdue.
Merci. Et puis une question un peu complémentaire pour coller aussi, pour coller, pour aussi évoquer la question de la renaturation sur le territoire du syndicat. Est-ce que tu as quelques exemples, retours d'expérience, alors en dehors de ce que tu viens de nous présenter sur la trame de Vieux-Bois, mais d'actions de restauration de la trame, alors autres que celles du Vieux-Bois, à travers des actions de restauration de milieu, de renaturation? Oui, au syndicat, je ne l'ai pas précisé, mais on a la compétence GEMAPI sur l'ensemble du territoire, donc milieu naturel, inondation, prévention des risques. Et donc nos principales opérations de rétablissement de continuité, c'est directement sur le cours d'eau. Donc ça passe par vraiment une grande diversité d'opérations. Donc ça va du reméandrage de zones parfois très artificielles, le retrait de certains clapets, de certains ouvrages qui bloquent la continuité écologique d'un point de vue des poissons, des différents organismes, mais aussi d'un point de vue des sédiments. Et puis travailler le plus possible à remettre la rivière en fond de vallée. Ça nous arrive aussi de temps en temps d'avoir des gros projets comme ça, de déplacer complètement le cours d'eau pour, dans ce cas-là, pour des corridors souvent qui existent déjà, mais pour rétablir un corridor plus fonctionnel, de remettre la rivière entre guillemets à son emplacement d'origine en fond de vallée. Donc c'est les gros travaux de continuité écologique. Pour nous aussi, un des objectifs de schéma directeur tram verte et bleue, c'est de s'intéresser aux autres trams parce que c'est vrai que de par nos compétences, on a un très fort tropisme tram bleu, mais on aimerait aussi travailler sur davantage la ripisylve. Et puis comme on est en forte collaboration avec les communes, peut-être avoir des réflexions sur la trame noire, les encourager à éteindre. L'outil Simoeco propose, non, plutôt la prestation que nous a proposé Terreeco ont aussi des éléments à nous apporter là-dessus pour pouvoir revenir vers les communes et leur proposer des schémas d'extinction, par exemple, ou en tout cas leur pointer des secteurs prioritaires. Après, ça, c'est plus des actions qui dépendent de la concertation qu'on va avoir avec des communes, parce que l'avantage de la rivière, c'est que souvent, on a pas mal de propriétés, donc on est chez nous, on agit en concertation, mais à notre propre initiative. Alors que quand on n'est pas sur un territoire syndical, il faut un peu créer l'opportunité. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces réponses et ces retours d'expérience. Je vois qu'on arrive pile poil à midi. Alors sauf si, des questions de dernière minute, mais, tes propos me permettent de faire une transition toute trouvée pour, la conclusion de ce webinaire et l'annonce, des prochains. Alors je remercie encore, tous nos intervenants, Marine, Nicolas, Théo, merci beaucoup pour ces informations autour de la trame verte et bleue et de la question de la renaturation et ces retours d'expérience. C'était vraiment très intéressant et très complémentaire. La question de la trame bleue, tu l'as évoquée, Théo, elle sera abordée lors de notre prochain webinaire, hein. Vous l'avez compris, ce matin, on s'est plutôt concentré sur la trame verte. Mais le prochain webinaire de notre cycle autour de la renaturation sera consacré au milieu aquatique et humide et aura lieu le 15 novembre. Donc, je vous invite dès à présent à aller sur le site de l'Institut Paris Région et de vous y inscrire. Et le dernier webinaire de notre cycle aura lieu le 12 décembre et sera consacré alors à la question un peu plus large que celle de la renaturation, mais plutôt de comment les cimetières peuvent être une opportunité pour la nature en ville. Je vous remercie encore tous et toutes de votre participation et vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.